Bonjour, je m'appelle Pierre, puis je vais vous parler de mon métier de psychiatre. Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Pierre, psychiatre. Pierre! Ça sonne une main. Hey, elle avait la misère à tutoyer tantôt, puis là, elle t'appelle Pierre! Comme dans la petite vie, hein? Pierre! Pierre, on espère que tu vas bien. C'est vraiment une chance pour nous autres de t'avoir ici. On a plein de questions pour toi. Psychiatre depuis 20 ans maintenant? 22. 22 ans. Toujours à la même place? Toujours à la même place. C'est vrai? Oui, l'hôpital général d'Hawkesbury. J'ai commencé le 15 septembre 2003. Ah ouais? J'aime tout de ça. Et là, on va commencer avec ton parcours jeunesse. Mettons, tu sais, comme, qu'est-ce que c'est faire, toi, de décider, moi, être psychiatre? Tu sais, un petit peu ça, là. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta tête? Oh, c'est un bizarre de parcours, mon affaire. OK. Moi, jeune, j'étais extrêmement timide. Puis, je parlais pas beaucoup, j'étais un peu dans ma bulle, puis j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les sciences. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, moi, je voulais être dans un labo, puis être comme un peu chimiste ou physicien ou quelque chose du genre, ou aimer les maths. Tout seul dans ton labo, là? Seul dans mon labo, tout ça. Et je suis allé à un camp, tu sais, pour des gens qui aimaient les sciences et tout ça, en 11e année, à Sherbrooke, ça s'appelait Shad Valley. Puis c'était un mois de temps, puis j'étais avec comme une trentaine, je pense, de personnes qui, un peu comme moi, qui adoraient les sciences. Puis c'était comme un peu pour aider, pousser le monde, puis les aider à aller dans les sciences, puis tout ça, puis les exposer à ça. Et on avait, on pouvait comme demander comme un peu les laboratoires qu'on aimait, puis tout ça. Puis j'avais toujours mes premiers choix, puis tu sais, je faisais ça, puis... Finalement, j'aimais pas ça. Comme pas du tout. Là. Ah non? J'adore apprendre. Comme je suis un gars que j'ai une curiosité, je lisais les affaires, tout ça, mais le côté pratique de la science, comme d'être là, puis d'être là avec une éprouvette, puis mettre des gouttes, puis d'attendre. Ouais. Comme j'étais comme... L'image de la science que tu t'avais mis, mettons, Ouais. c'était complètement différent. Complètement différent. Okay. Genre, j'aime donc là, ouais. puis donc j'entamais ma 12e année à l'école, puis j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. Tu sais, puis mon père a toujours voulu que je sois médecin. Pour des raisons X, Y, Z. On veut tous que nos enfants soient médecins, je pense, là. Ben ouais. Puis, tu sais, puis, j'avais beaucoup d'amis, comme notre école était une école qui poussait beaucoup la performance, j'avais beaucoup d'amis que eux aussi s'en allaient, eux allaient en médecine, puis parce que moi, je suis du Nouveau-Brunswick, puis il y avait un programme qu'on appelle le DSS, le diplôme en sciences de la santé. C'est un programme de 2 ans. Que c'était comme un prérequis pour rentrer en médecine, mais si tu faisais ça aussi, tu pouvais rentrer dans tous les autres domaines de la science. Donc, pour moi, c'était OK. C'était comme un programme poussé au niveau, comme c'était très bien reconnu, tout ça. Je dis OK, mais je vais rentrer là-dedans, puis je vais voir un peu si j'aime ça ou pas. Si j'aime pas ça, je vais aller dans d'autres choses, tout ça. Je suis allé dans le programme-là. J'aimais ça, tout ça. Donc, j'ai été accepté en médecine. Puis, l'idée, qu'est-ce qui m'a fait pousser de dire que d'aller en médecine, c'est qu'il y avait du monde en médecine qui était venu nous voir puis il disait qu'en médecine, il y avait beaucoup de possibilités. Il y avait beaucoup de différents genres de médecins qui m'attiraient parce que j'avais aucune idée. Toi, dans ta tête, un médecin, c'est un médecin, là. Ben, un médecin, c'est un médecin, mais je savais pas plus que ce que je voulais faire. Donc, mais il y avait aussi, comme des fois, il y avait la médecine administrative, il y avait au niveau de la pathologie, il y avait comme plein de choses. Donc, j'ai dit, mais tu sais, j'aime pas être médecin, mais il y a comme d'autres choses. OK? Puis, donc, c'est ça. Donc, tu sais, je fais le tronc commun, puis tout ça, je fais mes stages, tout ça. Mais moi, la psychiatrie, c'était même pas sur le radar. C'était même pas un choix. Ah non, il n'existait pas, là. Ça n'existait pas, là. Comme c'est même pas... Non, j'avais des amis qui, eux, faisaient... Comme on avait des stages optionnels, j'avais de mes amis qui demandaient des stages optionnels en psychiatrie, puis moi, j'étais là, je regardais, je dis « Ah ouais? » J'étais comme... Ouais, non, sérieux. Là? Ouais. Exactement. Comme j'étais... Jugement, là. Genre. Jugement à ce point, comme c'est triste à dire, là, mais comme j'avais l'idée un peu qu'est-ce qu'on voyait qu'est-ce qu'à la TV. Comme je vais être plate, là, mais tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'on voyait à la TV, puis tu sais, on voyait un peu... j'avais des préjugés, puis... Genre des gens vraiment pas sains d'esprit avec des gens... Ah, c'est ça, j'imagine un peu là comme... Tu sais, je veux dire, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, on est jeune, puis on est exposé à ce qu'on est exposé, puis j'avais aucune idée, puis
Je faisais mes autres stages en médecine, nos stages obligatoires et tout ça. Puis moi, j'avais fait mon stage optionnel en neurologie. Puis c'était quand même correct. C'est le cerveau humain. Ça me fascinait, le cerveau humain. Mais je trouvais pas ça si intéressant que ça parce que c'était répétitif. À la longue, là, c'était toujours la même affaire. Puis chaque stage que je faisais, au début, je m'emballais. Je trouvais ça le fun. Semaine 1, c'était le fun. Semaine 2, c'était le fun. Semaine 3, j'étais comme OK. Semaine 4, j'avais l'impression que c'était comme la journée de la marmotte. J'ai dit OK, c'est comme... Parce qu'on dirait que c'était comme un peu des recettes. Il fallait toujours faire des recettes. On dirait que c'était comme OK, tu fais A, tu fais B, tu fais C. On dirait que c'était toujours pareil. Puis moi, à un moment donné, c'est que je m'ennuyais. Et à un moment donné, j'avais mon stage en psychiatrie parce que c'était un stage obligatoire. OK. Et coup de foudre. Coup de foudre, j'ai adoré ça. Dès jour 1, j'ai adoré ça. Puis c'est comme, j'ai dit, c'est dans ça que je veux être. Puis c'est comme, j'ai capoté. Qu'est-ce puis... qui t'avait allumé dans ça? Tu te rappelles-tu, là, t'as fait, OK, ça, c'est moi, ça. Tu sais, j'ai comme peu de souvenirs, mais une des choses, je me rappelle, tu sais, il y avait une patiente que elle... Tu sais, je pense que c'était une patiente qui avait une maladie bipolaire, puis elle était là, puis elle était comme... Elle voulait absolument avoir une pilule bleue. Tu sais? Donc, je me rappelle, je dis, OK, tu veux avoir une pilule bleue? Puis je m'en vais avec elle au poste, puis je vais chercher la Bible des médicaments à l'époque, le CPS, puis là, je m'en vais avec elle, puis je regarde, puis on cherche pour une pilule bleue, puis je trouve que l'acide valproïque, ça existe en pilule bleue. Puis je dis, OK, ça va-tu? Elle dit oui, parfait. Ah, j'aime ça. So, tu sais, c'est comme... Mais on dirait que c'était comme... Ce que j'aimais, c'était comme... C'était jamais pareil. C'était juste la créativité. C'était comme faire que tu te débrouilles, tu créais un lien. C'était toujours différent. C'était toujours un challenge de dire, OK, comment que je peux essayer d'aider cette personne-là? Puis le défi, j'adore ça. Puis on dirait... C'est ça. Puis c'était un stage de 7 semaines. Puis à la semaine 7, j'étais pas blasé, j'étais pas tanné du tout. T'es resté là-dedans. C'est tellement incroyable. Puis là, dans tes études, là, tu parles de stage, mais avant ça, c'est justement, on parlait tantôt des montées, là, c'était la médecine. C'est dans tes stages de médecine C'est ça, parce qu'en médecine, on a 4, comme à Sherbrooke, c'était 4 ans. D'autres programmes, c'est 5 ans, mais tu as 4-5 ans de médecine où est-ce que tu fais 2-3 ans de théorie. Donc, tu es dans les classes en train avec tes livres et tout ça. Puis, tu as comme un 2 ans d'externat. Que tu fais des stages obligatoires, tu sais, gynéco-obstétrique, chirurgie. Oui, c'est ça, la chirurgie, tu as touché à ça, là. Ah oui, j'ai touché à ça, là. Puis, on touche à tout. Puis, c'est que ça fait partie de notre parcours de médecine. Mais, tu sais, on touche à ça, mais il reste qu'on est plus observateur, là. On s'entend. Là, je veux dire, on nous demandera pas de commencer à faire la chirurgie à cœur ouvert. Mais dans mon stage d'obstétrique, j'ai quand même eu la chance de participer à un accouchement. La mère a été gentille assez là, C'est quelque chose que tu as aimé, ça? Ah oui, j'avais peur, là, comme ça se pouvait pas. Là, c'était comme tout le long, c'est échappe pas le bébé. Tu vois, t'es pas le premier médecin qui me dit ça. La crainte, c'est ça au début. Non, mais c'est glissant. Là. Non, comme vraiment. Mais tu le sais pas. Non, mais tu le sais pas. Là, comme tant que tu le fais pas. Puis, ben oui, je te comprends. Ah non, mais c'est. Puis. Ah non, puis. Échappe pas le bébé. Je te comprends tellement. J'aime ça. Puis, tu sais, c'était même pas. Je me rappelle, c'était même pas moi qui voulais. Là, ma résidente a dit, c'est ta journée chanceuse. Tu sais, la patiente a dit que c'est ta journée chanceuse. Oui, puis moi, j'étais blanc comme un drap. J'étais comme. J'ai pas déjeuné pour ça le matin, là. Non, j'étais comme, OK. Puis ça, en touchant ça, mettons, c'est un exemple, t'as dit non, ça, c'est pas fait pour moi. Mais tu y as touché au moins. T'es passé par là. Il a touché, hein? Ouais, t'es vraiment. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai pas détesté l'expérience, mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait pendant 40 ans. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'est pour choisir, c'est pas qu'est-ce que t'aimes, c'est les aspects de la profession qu'on n'aime pas. Est-ce que tu vas être capable de faire ça pendant 40 ans? Ah, wow, hein? Puis, tu sais, puis quand je regardais ça en psychiatrie, les aspects que j'aimais pas,
Ça me dérangeait même pas. C'est une belle manière, par exemple. Tu sais, je trouve que c'est bien. C'est Je des sais pas bons si c'est à conseils. l'école qu'ils l'ont donné en conseil, mais c'est un très bon conseil de dire tu tripes sur ça, mais oui, OK, mais fais juste regarder le downside. Est-ce que tu vas être capable de l'endurer à long terme? Parce que c'est pas ça qu'on se pose comme question quand on check notre avenir, mais c'est ça qu'on devrait faire. Parce que tu sais que j'hésitais en psychiatrie puis médecine familiale. Là. Puis la chose en médecine familiale, là, c'est assez de regarder dans les oreilles des enfants. Puis c'est parce que les oreilles des enfants sont faites différemment des oreilles des adultes. Puis c'est extrêmement difficile. Puis j'étais tellement pas bon, là. Puis j'étais comme, je me voyais pas. Puis imagine ça, après ça, l'enfant qui fait une crise en même temps que t'essaies de checker les oreilles. Je sais, moi, mon fils, puis, le médecin est de même, puis... Ah oui, puis les parents qui me regardent, là, comme si j'étais en train de torturer. Comme, oui, exactement. Puis je suis exactement ces parents-là. Puis je suis comme... Puis je sais, puis j'étais extrêmement timide, puis j'étais tellement gêné, puis j'étais tellement pas... Ah non, c'était pas... disons, c'était pas les meilleurs souvenirs. Complètement comprenable. C'est fou, tu sais, tu te dis, moi, c'était ça. Moi, médecine, là, les oreilles des enfants, c'était non. Je peux pas faire ça à long terme. Je suis malade en psychiatrie. Je peux tellement comprendre. C'est parce que j'imagine, là, je connais pas ça, mais j'imagine qu'il doit vraiment avoir une grosse différence entre le médecin qui est dans son cabinet, assis, qui attend ses patients quotidiennement, que celui qui est à l'urgence, pas à l'urgence, à l'hôpital, continuellement en mouvement. Tout le temps de la différence. Tu sais, tu parlais que t'avais beaucoup, t'aimais ça, genre le challenge, l'apprentissage, puis tout, puis là, t'as jamais les mêmes patients, dans le fond, là, qui circulent. Ouais, parce que, tu sais, c'est comme... Moi, à l'hôpital, je fais plus que ce qu'on appelle la consulte-liaison. Donc, je suis pas à l'urgence, je suis sur les étages pour des gens qui sont hospitalisés pour leurs problèmes de santé. Puis, s'ils ont besoin de soins au niveau de leur santé mentale, je suis là pour les aider. Je suis juste là 2-3 demi-journées par semaine. Tu sais, disons, j'ai plusieurs chapeaux, là, donc, tu sais... mais, ouais, disons que moi, à l'époque, là, quand j'avais fait mes choix de carrière... J'aurais pas cru que le bureau, c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. Donc, effectivement, j'aime que ça bouge, j'aime le côté de l'urgence, j'aime le côté d'intensité, mais le côté suivi bureau, c'est pas... différent. C'est pas... Mais mettons, petite question, pourquoi t'es pas allé urgentologue au lieu de psychiatre? Tu sais, puisque t'aimes... Mais non, mais c'est parce que tu me dis, j'aime l'action, peut-être. Tu sais, moi, dans mon image de fille, un psychiatre est plus dans son bureau que... Mais y a-t-il une raison? Il y a sûrement une raison, une oreille d'enfant qui a passé quelque part. Ah non, mais tout le monde qui me connaisse vont rire de moi, là. Ah oui? Parce que j'aime pas le sang. J'adore! C'est-tu vrai? Ah ouais? Oui, mais j'aime pas le sang. Oui puis non, mais dans le sens que quand j'ai fait mon stage à l'urgence, hey, ça me dérangeait pas autant. OK. Parce que, bizarrement, mais c'est que un des problèmes aussi, c'est que je pense que c'est que les images de ce que j'aurais vu m'auraient resté dans la tête, puis j'aurais eu de la misère à les enlever, puis moi, on dirait, c'est comme, j'aime pas ça, j'aime pas voir des os qui sortent. Comme, ouais, c'est ça. Je fais cette passe-là. Comme, je regarde des émissions à TV, puis je me vire de bord. Mais c'est ça. Puis le monde dit, ben, coudonc, pourquoi t'étais allé à la médecine si t'aimais pas ça? Mais j'aimais beaucoup l'aspect, la curiosité intellectuelle de la médecine. J'aimais beaucoup cet aspect-là. Mais on dirait, le côté pratique, on dirait dans ma tête, on dirait, je l'avais peut-être pas assez vu dans ma tête. Ouais. Donc, puis plus que ça allait, plus que j'ai, comme vers la fin, c'était comme psychiatrie ou rien, là. Non, mais j'ai appliqué en psychiatrie puis dans rien d'autre. C'était tout. Ouais. Actuellement, tu appliques dans une spécialité, puis tu en appliques dans un autre comme backup. C'est comme psychiatrie puis comme médecine familiale en backup. Moi, c'était psychiatrie. S'ils ne m'acceptent pas, je vais faire une année de plus puis je vais essayer d'appliquer l'année d'après. Puis sinon, je sais pas ce que je vais faire. Je travaille à Tim Hortons, là, genre, en voulant dire, tu sais, c'est j'aurais eu une année pour penser, là, mais disons que, tu sais, c'est comme... Non, mais dans le sens que c'est... comme j'adorais ça. C'est fou, là, tu sais, t'es arrivé en disant... Je l'avais même pas imaginé dans mes possibilités. Puis là, c'est ça ou rien. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça écœurant, cette phrase-là. J'aimerais ça qu'on aille tout de suite dans la carrière de psychiatre, tout de suite, parce que on a beaucoup de questions là-dessus, surtout par rapport à, justement, je sais pas si on appelle ça des maladies. C'est toutes des maladies qu'on appelle ça? Non. C'est dans le DSM-5 qu'ils appellent ça les... C'est dans le DSM-5, D. Diagnostic. S. OK. Statistic Manual. C'est au niveau statistique. Parce que le DSM a été créé pour la recherche, initialement.
Mais dans le fond, c'est que pourquoi qu'on parle de diagnostic? C'est que dans le fond, un diagnostic, c'est quand quelqu'un remplit un certain nombre de critères. Puis on essaie de voir, puis à chaque DSM, à chaque fois qu'il revise ça, il essaie de dire, mais est-ce que nos critères ont un certain bon sens ou est-ce qu'on doit les ajuster? Parce que dans le fond, c'est que on veut s'assurer ou on essaie de voir, c'est que quand que les gens ont ces critères-là à Hawkesbury, puis quand les gens ont ces critères-là à Montréal, puis quand ces gens-là ont ces critères-là à Amsterdam, est-ce qu'on parle des mêmes gens? C'est ça un peu le but. Coucou la gang, c'est l'heure de notre commanditaire Mélanie Carrier qui est avec nous autres depuis le début, Mel. Et là, on parle d'un soin parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Puis tu sais, il y a beaucoup de mamans aussi. Puis il y a beaucoup de seins qui s'affaissent, là, dû à plusieurs grossesses. À la vie, à la gravité. Ben, c'est comme ça. Puis Mel, dans leur salon, ils proposent justement une alternative sans chirurgie. Mel, je te laisse parler de ça parce que c'est vraiment intéressant. Oui, bien c'est ça. Quand on parle des seins, c'est quand même très féminin. Hein? C'est quelque chose qui, on se sent vraiment moins femme quand on a un problème de complexe là, au niveau de la poitrine. Puis, souvent, avec l'âge ou les grossesses, il y a un affaissement qui se crée au niveau de la poitrine. Puis, ben aller en chirurgie, des fois, ça nous fait peur. La cicatrisation. Puis là, encore là, on veut faire quelque chose de beau, mais s'il y a des cicatrices, on se dit que ça va être moins beau. Donc, chez Dermanescence, on a une super belle technologie qui s'appelle Opus Plasma. Donc, c'est vraiment un resurfaçage par le plasma qui vient vraiment faire des impacts thermiques, là, des micro-brûlures contrôlées, là, dans le fond, là, au niveau de la peau. On travaille avec le plasma, puis ça va venir régénérer une nouvelle peau, donc stimuler le collagène. Donc, ça va venir vraiment là, faire un lifting, un redrapage des seins, mais sans chirurgie. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas obligé non plus d'en faire 3-4. On va habituellement, là, dès le premier traitement, on va vraiment voir une amélioration. Selon l'état, l'âge, on va faire 1 à 3 traitements. Mais, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit des résultats dès le premier traitement. Puis, tu sais, c'est sans convalescence. Là, c'est vraiment le fun. Oui, belle alternative. Cool. Donc, n'hésitez pas à appeler Dermanescence. Comme on dit tout le temps, il y a 3 succursales. On a des photos aussi. Granby, Lévis et Chambly. Oui, et si jamais, comme elle l'expliquait tout le temps, si c'est le bon traitement pour vous, donc n'hésitez pas à avoir une consultation pour savoir si le traitement est le meilleur pour vous. Fait que merci pour cette belle explication et je vous souhaite une bonne écoute pour le reste du podcast. D'avoir des critères puis des diagnostics, c'est qu'on veut être sûr qu'on compare des pommes avec des pommes. Mais c'est pas si facile que ça parce que c'est des critères par rapport à des symptômes et non par rapport à des tests sanguins et non par rapport à des choses qu'on peut objectiver et ça rend les choses un peu difficiles. Par rapport aux cultures, par rapport aux croyances, ça doit être difficile. Est-ce que le DSM-5 est adapté selon les pays ou c'est tout le même? C'est tout le même. Ça doit être quand même touché, là, je veux dire. Ben, c'est que c'est d'où qu'ils essaient d'être le plus neutre possible. Puis c'est. Mais souvent, ils vont quand même discuter que ça. C'est comme en excès de la culture. Comme par exemple, supposons quelqu'un, il y a des croyances, mais ils vont dire, mais c'est en excès selon la culture locale. Parce que supposons qu'une culture locale croit à une certaine chose, puis c'est normal de croire à ça, mais c'est pas considéré une maladie ou un problème de santé mentale. Je ne pas ce critère-là, mettons, pour le diagnostic. Ils vont en prendre le psychiatre va en prendre conscience par rapport à... C'est ça, parce que s'ils déménagent au Canada, mais dans leur pays d'origine, que c'est une croyance tout à fait normale. Mais on ne va pas commencer à dire que c'est anormal. Mais si quelqu'un est né dans notre pays, peut-être que c'est une croyance anormale. Oui. Oui, 100%. Dans ce sens-là. Puis, la différence, il y a des choses. Pour moi, au niveau de la santé mentale, il y a une composante, il y a des maladies mentales, mais il y a des problèmes de santé mentale, puis c'est un spectrum. C'est juste que les gens ont l'impression que s'ils ont un diagnostic, ou quand on parle de diagnostic, ils pensent que c'est toutes des maladies. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Intéressant. OK. Problème de santé mentale et maladie mentale. C'est 2 choses différentes. Dans ma tête, oui. OK. Mais est-ce qu'on peut être un peu dans ta tête? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, dans le fond, puis mettons, tu le dis là, puis je fais oui. Mais tu sais, est-ce qu'on peut expliquer un peu la différence pour toi? Tu sais, là, ils sont tous mis dans le melting pot, mais pourquoi c'est différent? Je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux.
sais, il y a des conditions que, tu sais, on va dire que, tu sais, la personne, tu sais, elle est là, puis depuis 1 an ou 2, elle entend des voix, elle a des visions, pense que les gens la suivent, que la télévision lui parle, elle est dans une psychose. Tu sais, ça, tu sais, je veux dire, la recherche nous démontre qu'il y a des endroits dans leur cerveau qui ne fonctionnent pas super bien, puis c'est que c'est pas des choses qui finissent par partir, là. Puis, tu sais, habituellement, il faut donner un médicament. Pour moi, c'est dans la section de maladie. Mm-hmm. Tu sais, parce que même si la personne, tu sais, veut, tu sais, même si la personne arrête de consommer, même si la personne a des bonnes habitudes et tout ça, des fois, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Un peu comme quelqu'un qui a le diabète, tu sais, comme, tu sais, des fois, même s'ils changent leurs habitudes, il y en a qui vont changer leurs habitudes et tout ça, puis ça va se replacer, tant mieux, puis cool. Ouais. Mais tu sais, c'est malheureusement plus l'exception. C'est quelque chose qui va rester, même si la personne modifie son environnement ou ses comportements, c'est en elle, en fait. Là. C'est pas, mettons, induit par quelque chose. Mais pour moi, comme, I guess que quand je parle plus de maladie, c'est que j'ai plus la croyance qu'il y a un facteur biologique un peu plus important et moins influençable 100%. Là, par la personne. Là, c'est clair pour moi. Là. Et des fois, il y a des choses au niveau de notre cerveau, tu sais, comme que ça peut être comme tu sais, on peut vivre beaucoup de stress. Il peut y avoir des changements un peu dans notre cerveau, mais qui peut être influencé. Tu sais, dans le sens que si que j'ai des difficultés dans ma vie personnelle, si j'ai des difficultés au niveau de mon travail, si tu sais, je dors pas parce que mes enfants ont des terreurs nocturnes, comme tu sais, je veux dire, si 100%. j'ai des affaires, mais à un moment donné, ça peut amener des hauts niveaux de cortisol, puis ça peut faire en sorte que ça peut amener des changements. Mais ça se peut que ces changements-là n'ont pas fait soit des dommages permanents ou que si je change mes habitudes de vie, je peux amener mon cerveau ça peut se calmer. Le pourquoi, excuse, tu veux-tu dire? Non, vas-y. Le pourquoi, mettons, quand il y a certaines personnes qui vivent des traumas, des gros chocs, ils vivent après ça souvent avec des séquelles, mais à petit terme. Juste à temps qu'ils soient guéris, ça se peut-tu? Mais OK, je te donne un exemple. Terme, qu'est-ce que tu veux dire? Petit terme, petite longueur de temps? Boy, je connais pas. Ouais, mais c'est juste que souvent, je veux pas être plate, mais habituellement, comme quand la personne a vécu des traumas, souvent, ça fait comme des nœuds. Ben moi, mettons, j'ai un choc post-traumatique qui va être la vie, là. Tu sais, je le gère bien, nœuds. Mais il y a quelque chose. Mais il s'est amélioré quand même? Oui, mais certainement, mais il est quand même là. Mais c'est ça, c'est que des fois... C'est comme la feuille qu'on chiffonne puis qu'on fait ça comme ça. Après ça, elle sera jamais droite à 100%. I guess ça dépend. Ça dépend de la nature du trauma. Ça dépend combien de trauma que la personne a eu. Ça dépend à l'âge de la personne du trauma. Tu sais, je veux dire, un trauma à l'âge de 25 ans est bien différent qu'un trauma à l'âge de 5 ans. Lui, à 5 ans, il est plus grave. Parce que la personnalité n'est même pas encore formée. Donc, veux pas, c'est que des fois, que plus que tu as eu traumatisme en bas âge, plus que ça va s'intégrer un peu plus dans ta personnalité. Ouais. Oh mon Dieu, versus que quand tu as 25 ans, ta personnalité est déjà formée. Donc, c'est que, oui, c'est là. C'est pas nécessairement moins grave, mais c'est juste que ça va être peut-être plus travaillable. Alors, toi, tu es d'accord avec quand on dit tout se joue de 0 à 8 ans? Non. Non? OK. Puis, autre question par rapport au trauma. Est-ce qu'on est capable de faire une image en scan du cerveau? Puis, on est capable de voir certaines choses? On est capable de voir... La schizophrénie, est-ce que ça se voit, ça, sur un scan? Ça se voit sur un scan normal? Non. Tu vas voir des fois comme des scans, des PET scans, là, qu'on appelle des scans un peu fonctionnels. Tu peux voir que... Tu vas voir que certains endroits du cerveau fonctionnent un peu plus. Mais on n'est pas rendu là.
Mais un jour, ça va être Il là. essaye beaucoup, là, c'est documentaire, là, c'est ça qui sort. J'aimerais ça, comme j'espère de le voir avant ma retraite ou avant ma mort, mais tu sais, je sais pas. Mais on est loin d'être là. Puis les gens ont l'impression là, que, tu sais, oui, OK, fais-moi un scan, là, comme où il y a un trauma crânien, fais-moi un scan, là, je veux une preuve, là, comme quoi que j'ai eu du dommage à cause de mon trauma crânien. Le scan va rien oui, montrer, exactement. là. Moi, c'était ça. Là, quand j'ai eu mon accident avec la SAQ, choc post-traumatique, il va faire un scan. Oui, mais tu veux que je scanne quoi? Tu veux... à moins d'avoir eu un gros trauma puis qu'il y a eu un endroit du cerveau qui a saigné, oui, ça va montrer ça, mais il y a des micro-lésions, mais les micro-lésions vont pas paraître sur un scan. Tu sais, je veux dire, ton cerveau, il a fait bedang, il y a plein de neurones qui se sont étirés, qui se sont toutes... mais on voit pas ça sur un scan, c'est tellement petit, c'est microscopique, là, on voit pas ça, là. On n'est pas rendu là, mais pas proche. Moi, ma question, c'est que tantôt, tu parlais de les maladies et les problèmes de santé. Dans le fond, ça m'a comme allumé une lumière, puis dis-moi si je me trompe, mais tu sais, il y en a qui sont sous les antidépresseurs à vie. Ouais. C'est vraiment comme il y a quelque chose que son cerveau a besoin d'avoir telle dose parce qu'il ne le sécrète pas naturellement ou quoi que ce soit, dû avec des dépressions, par-dessus dépression, puis après. Et il y en a que c'est comme une petite partie de leur vie, ils ont comme, là, ça va mal, comme tu dis, stress, ça, tout en même temps. On a besoin de peut-être une molécule pour venir aider, puis après ça, la personne, elle laisse tomber. C'est-tu là, tu penses, entre la santé mentale et les troubles? C'est pas aussi simple que ça. Okay. J'aimerais dire oui. Là, oui, ben c'est... Mais, tu sais... Ouais. Oh mon Dieu, j'ai comme ouvert une porte. Ben en fait, c'est que c'est... Moi, j'ai tellement de questions, ça va Non, pas. mais c'était intéressant parce que, honnêtement, c'est que je trouve que les gens confondent beaucoup ça. Puis je pense que même nous autres, c'est comme... Je trouve juste que c'est pas encore super clair comme j'expliquais, je veux dire, si j'ai des pierres au rein, je peux faire un examen puis je peux voir qu'il y a des pierres au rein, je peux vraiment le démontrer. Si que quelqu'un se présente devant moi puis je pose toutes les questions, ils peuvent très bien présenter tous les symptômes d'une dépression majeure, mais ça ne veut pas dire nécessairement à 100% que leurs neurotransmetteurs qui sont bas. T'sais, je veux dire, ils peuvent être dans un état dépressif parce que peut-être que c'est des gens qui, comme on avait parlé tantôt, un peu du trouble de personnalité limite. Ouais. Les gens de trouble de personnalité limite, c'est des gens qui vivent leurs émotions intensément. Donc, si je vis mes émotions de façon intense, je peux être dans un état dépressif pendant 2 semaines parce que je vis intensément mes symptômes dépressifs depuis 2 semaines. Mais je suis pas nécessairement dans une dépression majeure, mais j'ai un état dépressif, puis ça peut être vraiment intense, puis je peux avoir des idées suicidaires, puis je pourrais me tuer. Ça veut pas dire que c'est moins grave. Non. Ça veut pas dire que c'est moins intense, mais c'est pas nécessairement la même chose. Et je peux même donner un antidépresseur à cette personne-là qui a un trouble de personnalité limite, puis la personne pourrait être améliorée. Mais il reste que l'antidépresseur va aider à baisser l'intensité des émotions, peut-être de 30 à 40%, versus la dépression majeure qui devrait peut-être plus l'améliorer de 60 à 70. Donc, c'est juste de tempérer les attentes. Ou est-ce que des fois, dans les problèmes de santé mentale, la médication va peut-être plus faire comme 1/3 de la job et non 2/3 de la job. Donc, c'est versus la maladie, pour moi, dans ma tête, ça fait plus comme le 70% de la job. Tu sais, on dirait, moi, dans ma tête, c'est comme c'est ça que ça l'oriente. C'est très bien expliqué, là. C'est mieux, que tantôt, là, on va couper ça au montage. OK? Donc, on va tout réarranger ça là, pour que ça paraisse vraiment intelligent, mon affaire. Good, OK. J'aime ça. Là, ça fait OK, là, je comprends. Puis, tu sais, c'est ça, il y a aussi une différence en tant qu'une personne qui est TPL puis un schizophrène. Mais on peut pas les mettre, tu sais, les deux sont dans le DSM-5, mais ils sont pas dans la même. C'est ça. Puis, tu sais, c'est que TPL, tu sais, c'est que, dans le fond, c'est que au niveau biologique, c'est démontré que leur cerveau émotionnel est plus sensible que la moyenne des gens, est plus intense que la moyenne des gens, puis quand il est déclenché, il déclenche plus fort puis plus longtemps. Donc, c'est démontré. Il y a un aspect biologique à ça. Mais il y a un aspect biologique 40%, mais ce cerveau-là va toujours être là. Donc, la personne doit apprendre à le gérer. C'est pas parce qu'on a un diagnostic que de dire, OK, j'ai le diagnostic et la terre entière doit s'adapter à moi. C'est là où j'ai un peu de difficulté. Où est-ce que
sais, quand on a un diagnostic, mais on a de l'insight, puis on est capable... tu sais, la personne qui a la schizophrénie, souvent, n'a pas d'insight. Ils ne se voient pas qu'ils sont malades. Non. Donc, oui, peut-être qu'on doit s'adapter à la personne parce qu'elle ne se voit pas comme étant malade. Là. Tu sais, comme c'est pas le fun. C'est différent. Malgré que quand on sait qu'on a quelque chose, c'est pas de leur faute. Oui, j'ai fait le saut, mais j'ai pas fait de 50. J'ai pas fait de 50 qu'il a dit. OK. Les diagnostics psychiatriques risquent-ils de devenir des étiquettes identitaires? T'as peu. Les diagnostics psychiatriques risquent-ils de devenir des étiquettes identitaires? Fait qu'en fait, est-ce que les gens vont s'identifier par leur trouble de santé mentale puis leur diagnostic? C'est ça? J'ai-tu bien compris? Oui? Oui? Parfait. Adjugé. Okay. Je trouve que des fois, les gens, effectivement, on dirait, ils vont dire j'ai ce diagnostic-là, puis ils vont s'identifier à ça, ils vont... Puis pour moi, un diagnostic, c'est pour nous aider à comprendre, c'est pour nous aider à orienter le traitement, mais c'est pas non plus pour tout excuser, puis, tu sais, je veux dire, comme je vais donner un exemple, tu sais, si que j'ai une phobie sociale... mais le diagnostic devrait plus nous orienter pour nous aider à traiter ma phobie sociale. Et non de dire, mais je peux rien faire, je peux plus sortir de chez nous parce que j'ai une phobie sociale. Et je suis pas en train de dire, il y a des gens que peut-être que j'ai vus, là, qui ont des phobies sociales assez sévères, merci, puis que dans le fond, peut-être que ça pourrait prendre peut-être 5-10 ans avant de pouvoir même les aider. Puis je comprends, puis c'est extrêmement souffrant, puis je veux vraiment pas minimiser les choses. Mais il reste que des fois, il y en a d'autres que c'est comme, on dirait, c'est comme, je peux pas faire ça parce que j'ai ça. Je suis comme... On traite pour que tu le fasses. Là, c'est que, donné, OK, t'as le droit, mais ils disent, mais je veux aussi un papier qui dit que je peux pas travailler parce que j'ai ça. Mais je suis comme, mais le but, une des responsabilités d'avoir une condition, c'est de rechercher un traitement. Une des responsabilités. Je veux dire, tu peux pas juste dire, OK, j'ai ça, je veux pas me faire traiter, mais je veux les avantages. C'est ça. T'as peu. Je veux pas être plate. En tant que psychiatre, je veux pas être méchant, mais dans le sens que c'est comme... Puis moi, quelqu'un qui fait des efforts raisonnables, puis ça fonctionne pas, c'est complètement différent. Exact. Si on fait des efforts raisonnables, puis ça n'a pas fonctionné, je vais être la première personne, OK, ils ont fait des efforts, puis tout ça, puis ils ont ça, puis ça n'a pas fonctionné. Parfait, pas de problème. Je te le signe ton bout de papier. Je vais le signer, aucun problème. Comprends. Aucun problème, parce que, tu sais, ils ont fait raisonnable. Exact, pour moi, c'est raisonnable. Tu sais, comme... T'as essayé. Tu sais, je veux dire, mais, tu sais, moi, quelqu'un qui a fait zéro effort, qui arrive là, puis dit, je veux, tu sais, puis ils veulent pas de suivi, pas rien, comme ils veulent juste le papier, puis that's it. S'asseoir sur les... Ouais, c'est ça. L'expression s'asseoir sur le diagnostic. Là. Parlons de TDAH. Oui. On part là-dedans, là. Parce que là, à peu près 100% de la population a TDAH de façon différente, ça se peut-tu? Trouble du déficit de l'attention, là? Ben, 100%, je trouve que c'est aller dans les extrêmes. Là, OK, mais la majorité de la population a un TDAH de degrés différents? Je sais pas. Je connais pas ça. Comme, tu sais, je veux dire, puis... Tu sais, on base ça sur quoi? On base ça sur des tests objectifs. On base ça sur des questions. On base ça sur quoi exactement? Puis même si on a de la difficulté avec l'attention, est-ce que ça veut dire qu'on a un TDAH pour autant? Ou est-ce que ça veut dire que des fois, on est préoccupé, on a une vie stressante, on est... Je veux dire, donc, puis c'est là où on doit faire attention, parce que, en théorie, le TDAH est là depuis qu'on est jeune. C'est pas quelque chose qui apparaît à l'âge de 30 ans. Là. Donc, moi, des gens qui n'ont jamais eu ça plus jeunes, c'est ça. Puis ils ont ça subitement à 30 ans. Ils ont payé 3 000 un test, puis tard, ils ont des pelules. Ben, c'est que... Puis, mais, tu sais... Mais
le but d'un diagnostic, c'est quoi? C'est aider la personne à comprendre, mais aider un diagnostic, puis aider la personne à être moins souffrante, puis être plus fonctionnelle. Puis que la personne soit TDAH ou pas. Si qu'elle a un traitement, puis ça l'aide, puis que la personne est plus fonctionnelle, puis ça la nuit pas. Peu importe c'est quoi vraiment la cause sous-jacente, il y a où le problème. Fait que tu penses qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le diagnostic, mais qu'il y a des spécialistes qui ont dit, écoute, lui, dans sa tête, c'est dit, lui, je sais pas si ça cote à tous les critères, mais je pense que cette médication-là l'aiderait réellement. Ben, regarde, il y a des gens qui font des dépressions qui s'améliorent à 70-80%, mais un des symptômes, c'est la fatigue, la concentration. C'est des choses que souvent les gens ont de la difficulté à c'est comme des symptômes qui restent de leur dépression. Donc, des fois, ils vont avoir des psychostimulants pour aider avec la fatigue puis la concentration. Parce que, dans le fond, c'est que c'est des gens que leur emploi demande un certain niveau de concentration et que quand ils étaient en arrêt de maladie, ils n'avaient pas besoin de ce niveau de concentration-là, mais au niveau du travail, oui. Puis avec les médicaments, ça aide à compenser. Donc, tu sais, fait que c'est fou. En tant que psychiatre, c'est un peu ça. Là. Toi, tu analyses, OK, bon, mais là, tu me dis que tu as ça, mais ça a rapport à ton diagnostic que tu avais avant. Fait que là, ça, c'est pas revenu après. Fait que genre, je pourrais te prescrire des. C'est fou, là. Hey, ça va loin, là, tu sais, dans le dossier, là, tu sais. Bien, pour moi, c'est juste de démontrer, tu sais, pourquoi qu'on fait les choses. Y a-t-il une logique derrière qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça apporte un impact? Moi, tu sais, je veux dire, si on prescrit quelque chose puis ça change rien dans la vie de la personne, mais pourquoi que la personne le prend? C'est comme, tu sais, faut que ça ait un impact quand même assez significatif, là. Tu sais, c'est quand même pas rien, là. Tu sais, le médicament, là. Tu sais, comme on dirait des fois, les gens... Tu sais, c'est comme, on dirait des fois qu'on a les deux extrêmes. Il y a des gens qui ont peur des médicaments, comme ils ont l'impression qu'il va y avoir des effets comme ça se peut pas. Oui. Mais il y en a d'autres que c'est comme, des fois, il y en a comme ça se peut pas, puis ils ont même pas peur pas en doute de rien. Puis je suis comme, OK, on peut-tu juste trouver un juste milieu? Ah oui, vraiment, vraiment. La phrase que tu as dit, souvent le TDAH, c'est depuis le jeune âge. Y a-tu quelque chose qui cause le TDAH selon toi, ou c'est quelque chose vraiment dans le cerveau qui est programmé depuis notre naissance? Ben, je sais pas si c'est programmé, je sais pas si c'est un manque. Écoute, là, tu me demandes d'aller loin là, dans ma formation. C'est que la manière qu'on l'expliquait un peu, c'est comme c'est comme si que le système de frein de la personne était comme prenait un peu un certain temps avant de se développer. Puis des fois, c'est comme une espèce de... il se développait pas assez rapidement. Puis on donnait un coup de pouce. Puis il reste que... c'est que des fois, en vieillissant, mais ça se rattrape. Puis des fois, à l'adolescence, ils n'ont plus besoin de prendre de traitement. Puis oui, dans le fond. Puis donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement un diagnostic à vie. Là. OK, ça, je... Donc, oui, il y a des gens qui peuvent s'améliorer, puis leur TDAH peuvent s'en aller. J'adore. Là. On dirait que c'est une étiquette qui fait peur quand on a des enfants, de se dire « Ah, les médecins nous en parlent déjà. » Puis je me dis, moi je le suis, là, puis je suis médicamentée depuis vraiment, vraiment longtemps. Puis genre, je regarde mes cocos, puis je me dis, il y en a un des deux, là, on m'en parle déjà. Puis je me dis, crime, me semble c'est une grosse... Tu sais, je sais que en ces temps-ci, c'est genre, tout le monde est TDAH, mais pour moi, c'est une grosse étiquette. Je me dis, c'est quelque chose qui va y aller à la vie, mais là, tu me donnes un peu espoir de me dire, avec bien de la stratégie, puis comme, il y a peut-être... Oui, puis si on se fie uniquement aux médicaments, pour moi, ça n'a pas de sens. Ben non. Là. Non. Puis de tout blâmer sur le TDAH aussi, pour moi, pas de sens non plus. Absolument pas. Des fois, c'est comme, non, excuse-moi, des fois, c'est pas le TDAH, il est juste impoli. Mal élevé, esti. Des fois, combien de fois je l'ai entendu celle-là? Dans un restaurant, excuse-moi, TDAH, comme, non, il est juste mal élevé. Mais des fois, j'ai vu l'inverse aussi. Des fois, j'ai vu que des fois des gens se faire dire que c'est comme du monde impoli, arrogant, tout ça, puis on donne un médicament, puis pouf, ils sont comme tellement plus gentils, puis tout ça. Ils sont buzzés, les pauvres. Ils sont pas buzzés. Non, on leur dit, ça, c'est comme... Non, mais tu sais, dans le sens que c'est... Puis quand on voit une grosse différence, on fait, ouais, OK. Tu sais, de pas donner un traitement, des fois aussi, on peut nuire à la personne. Et pour moi, c'est de dire, mais... Tu sais, souvent, c'est un traitement qui agit assez vite.
on s'entend là-dessus. C'est pas comme si que ça prend des mois avant que ça agisse. C'est-tu la première journée? Ben moi, c'est habituellement, c'est oui. Ben moi, je l'ai senti la première journée. C'est 24-48 heures, dépendamment des doses, comme de la dose. On peut sentir la première journée si la dose est adéquate, mais habituellement, on donne une plus petite dose juste pour être sûr de la tolérance et tout ça. Mais oui, ça l'agit tout de suite. La personne manque la dose, là. Habituellement, les gens autour vont le savoir. Hey, moi, ça fait 5 mois que je prends le bon médicament pour moi parce que quand j'étais jeune, ma mère était un peu contre les médicaments. Fait que moi, ça m'a nuit. Moi, j'ai dû aller au secondaire, aux adultes. Puis, c'est ça. Je le vois, là, c'est pour ça que je le vois avec mon enfant. Je me dis, je veux pas reproduire ça. Et moi, je l'ai vu. Là, j'ai commencé, mon médecin était super fin. J'ai fait ma bonne médication. Ça fait comme 5-6 mois. C'est le jour et la nuit. Là. Je l'ai dit, moi, ça a sauvé ma vie. Je me dis, si j'avais été là-dessus, sur la bonne médication quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être pas la même carrière aujourd'hui. C'est vraiment... Et c'est instantané. Moi, ça a pris 24 heures, puis j'ai fait OK. J'en avais besoin dans ma vie. Dans ma tête, ça va mieux, c'est plus structuré, je suis beaucoup plus calme, je suis capable de plus analyser. Ça a changé ma manière d'être aussi avec mes enfants. Je suis plus patiente, je suis moins impulsive. Pour moi, c'est un... Genre, je peux pas tourner en arrière. Et j'ai une journée, j'ai pas pris mon médicament dans le sud. Ça fait 8 ans que j'étais avec mon mari. Là. Ça fait 5 mois que je le fais. Il m'a dit, toi... As-tu bu un cocktail de trop aujourd'hui? Je suis comme, non, pourquoi? Il me dit, t'es pas pareil. J'ai fait, j'ai pas pris mon médicament. Il me dit, oh! Tu sais, la femme d'avant, moi, je l'aimais, là, mais il dit, ça paraît, c'est comme ça. C'est fou. Puis moi, je dis, c'est parce que maintenant, j'ai la bonne médication, puis je suis allée graduellement, ça a changé ma vie. Mais je trouve que la pilule est facile en ces temps-ci avec les jeunes. Fait que j'avais voulu avoir un autre... Ben, c'est facile parce que, c'est que notre système n'est pas adapté. Je veux dire, notre système scolaire, il est comme qui est, puis je veux dire, il faut que ce soit nous autres qui se plient. Mais il faut que les jeunes, je veux dire, je sais pas comment c'est dans les écoles. Je sais pas. Ça fait longtemps. Ça n'a pas changé. Mais ça n'a pas changé depuis que tu es allé. Non, mais parce que ça me fait toujours rire. Des fois, on demande aux jeunes d'être bibelots. Ben, de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire aussi. Des fois, juste de s'asseoir pendant 1 heure puis écouter, des fois, c'est pas toujours évident non plus. Juste le fait que les parents, on travaille 8 heures, puis quand on revient à la maison, ça ne nous tente plus vraiment d'avoir le nez dans notre travail. Ben, nous autres, on demande aux enfants d'être assis pendant 8 heures de temps, de revenir à la maison, faire des leçons puis des devoirs. Juste là, on voit l'incohérence. Ouais. Fait que je pense que juste à cause de ça, je devrais être premier ministre du Canada. Toi, ça? C'est qui notre premier ministre? Ça serait désorganisé, en tout cas, je vous le dis. Là, mais ça serait vraiment peinturé partout des couleurs. Il y aurait de l'amour. Ouais, puis j'avais aussi beaucoup de questions par rapport à la santé mentale chez nos jeunes, chez les adolescents et les enfants. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher en particulier parce que j'ai des adolescents et des enfants. Et on en a qui beaucoup plus d'anxiété que qu'est-ce que nous autres, on avait dans notre temps. Si je me fie à mes amis à moi, puis moi quand j'étais jeune, versus ceux d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'anxiété, de la grosse anxiété, tu sais, gros arrachage de peau autour des ongles, plus d'anxiété aussi par rapport aux réseaux sociaux, plus de tout. Je voulais savoir, est-ce que tu as des trucs par rapport à l'anxiété chez les jeunes? Malheureusement, non. Parce que je travaille avec les adultes. OK. Comment on fait pour gérer le stress chez les adultes? Ben, dans le sens que... je trouve que c'est une question vague. Parce que, tu sais, dans le sens que c'est comme si il y avait juste un stress. Oui, OK, il y en a plusieurs. Ben, c'est que chaque personne vive leur stress différemment. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Tu sais, je veux dire, il y en a que ça va être de faire beaucoup de sport, parce que ça va les aider. Il y en a d'autres que, dans le fond, qui vont plus avoir des approches plus méditatives. Il y en a d'autres que ça va être qui ont besoin de prendre une médication parce que toute leur famille, tous leurs parents, leurs mon oncle, ma tante sont tous des anxieux sur 2 pattes. Ils sont tous stressés tout le temps. Puis c'est que maintenant, c'est comme leur système d'alarme est juste fait de même. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que le stress, c'est de génération en génération parce qu'on a vu, parce qu'on a vécu, ou c'est vraiment biologique? C'est que je pense pas que c'est une question, c'est-tu ça ou ça? Tu sais, puis... moi, puis oui, je comprends comment... Non, oui, mais dans le sens que c'est que je pense pas qu'on peut toujours dire... Mettre ça dans une cause. Ben, c'est que... Parce que dans certains cas,
c'est que oui, il y a des facteurs biologiques, mais il y en a d'autres cas qu'il n'y en a pas de facteurs biologiques. Il y en a d'autres cas que oui, il y a au niveau de l'apprentissage, puis dans le milieu dans lequel tu es. Mais il y en a d'autres cas que, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir 2 parents hyper nerveux, puis eux ne sont pas nerveux pantoute, là. Donc, tu sais, il y a une influence, oui, mais c'est-tu 100%? Non. Okay. Il y a des gens que leurs 2 parents sont stressés, puis eux, ils n'ont pas eu le gène du stress, puis ils n'ont pas adopté les comportements de stress. Donc, tu sais, puis il y a des gens qui ont été adoptés, puis que dans le fond, tu sais, si tu regardes des fois, par exemple, au niveau de l'alcool, tu sais, on a remarqué que des fois, il y a des gens qui ont été adoptés par des parents alcooliques, mais que eux, ils ont été exposés à l'alcool toute leur vie, mais ils ne sont pas devenus alcooliques. Puis il y a des gens qui sont nés, les parents, les enfants de ces parents-là alcooliques, qui ont été mis dans des familles non alcooliques, mais ils ont développé de l'addiction, ils sont devenus alcooliques. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'exposition à l'alcool ou l'apprentissage de le voir. C'est le cerveau, c'est comment il aime ça, l'alcool. Parce que, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là. C'est pas comme si que, tu sais, des alcooliques, c'est ceux qui ont été exposés à l'alcool, puis que, mais moi, j'ai pas été exposé à l'alcool, là. Je veux dire, on a tout bu, là, presque pas tout, mais on a beaucoup. 100%. Mais qu'est-ce qui distingue, c'est que des fois, c'est qu'il y a des gens que, tu sais, c'est comme leur cerveau fait, j'aime ça, oui, c'est le fun. Puis la boucle, elle commence à tourner, puis à tourner plus vite, pas mal plus vite que la moyenne des gens. Mais, tu sais, je veux dire, puis des fois, les gens, ils sont là, puis ils jugent, puis ils disent, mais tu sais, ils n'ont pas de contrôle. Ouais, mais t'as peut-être pas sa boucle. T'as peut-être pas la même intensité, là. Mais non. Donc, tu sais, t'es qui, toi, de juger, là, comme t'es pas dans leurs souliers, là, donc tu peux pas... Il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui peuvent impacter, surtout au niveau de l'alcool. Moi, à l'université, j'avais un cours parce que moi, j'étais internaute en toxico, puis j'avais un médecin qui avait donné ce cours-là, puis il avait dit, tu sais, là, dans le temps, là, c'était, eux autres, c'est des alcooliques de père en fils. Ben, il dit, il y a une raison là-dessus. Ben oui, tout à fait. Surtout homme à homme, à ce qu'on a compris, il y avait une... Exact. Tu sais, ce que j'ai appris, c'est que c'était un peu héréditaire, malheureusement. C'est comme une hérédité de merde, mais c'est ça. Ce serait comme la même boucle qui serait dans le cerveau. C'est ça. C'est que dans le fond, c'est la même sensibilité, c'est le même centre de plaisir là, qui est comme un peu, tu sais, qui... C'est comment c'est? Non, c'est... c'est ça, on a... sur le spot, donc là, j'ai un blanc. Là. C'est tout le temps de même. Oui, c'est toujours comme ça. Là, ça va me revenir tantôt, là, quand je vais retourner dans le tour. Vous nous l'écrire. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Là, mais, ça revient, oui. En raison de la pathologie, de l'hérédité de tout ça. Là. C'est immense, le cerveau, hein? Mais tout ce qu'il y a là-dedans. Les connexions, là, c'est impressionnant, le cerveau, là, comme c'est quelque chose. Le nombre approximatif de maladies ou de problèmes de santé mentale, ça serait à peu près combien? Je me suis jamais posé la question. Tu pourrais prendre le DSM-5 puis lire les nombres si tu veux. Y a-tu un approximatif? Admettons, ça va-tu dans des milliers ou des centaines? Même peut-être des dizaines? Je sais pas. Ah ouais? Merci, Pat. Ouais, j'essaie de voir. Je suis sûr que AI va nous le dire. Plus vite que moi. Il y a beaucoup de pages au DSM-5. Là, il doit en avoir 5. Mais ceux-là que tu connais qui se répètent le plus. Qui se répètent le plus? Mais tu sais, je veux dire, je dirais c'est en bas de 20 ceux qui se répètent le plus. Là, mais tu sais, est-ce que c'est... parce qu'il y a beaucoup de diagnostics, mais des diagnostics, comme j'ai dit, c'est des choses qui font souffrir le monde. C'est pas nécessairement des maladies en soi, mais c'est des conditions qui font en sorte que la personne peut souffrir. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses. Puis... 300 diagnostics. C'est pas si pire. Ouais, c'est juste que moi, je vois plus comme... Je regroupe beaucoup par catégorie. Ouais. C'est comme, les maladies psychotiques, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. Donc, je vais y aller plus comme par catégorie. Donc, quand je vois quelqu'un, j'essaie de voir, mais... Dans quelle famille? C'est ça, j'ai un peu mes familles, puis j'essaie d'éliminer tout ça, puis aller tranquillement, puis, Est-ce qu'on peut parler, peut-tu parler des familles? Excuse. Excuse. Mais là, moi, j'aimerais, en fait, tu sais, là, te parler de les troubles. Est-ce qu'il y en a un
pas par rapport à, tu sais, est-ce que tu t'exerces quoi que ce soit ou des patients que tu as vus, mais qui te passionnent. Un que tu fais, moi, ce trouble-là. Bonne question. Tu sais, moi, il y en a un là, qui me. Genre, il me fascine. Ah, moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Les TPL? Oui. Ah ouais? Oui, j'ai fait 1 an de ma formation avec les troubles de personnalité limite. Là. C'est fou comment il y en a, là, tu sais, les TPL, en fait, en intervention, parce que, tu sais, en toxicomanie, on a beaucoup d'automédication. Donc, c'est des gens qui vont prendre c'est vraiment beaucoup, là, souvent, on est capable de, selon la personne, on est capable de dire, toi, tu dois consommer ça, juste par la type de personnalité, tu sais, ça coordonne tout le temps. Puis, il y en avait beaucoup malheureusement, des jeunes femmes que c'était un diagnostic de TPL qui tombait, puis il allait comme patcher ça, comme ça, Fait que j'en ai côtoyé beaucoup. Mais moi, c'est les personnalités antisociales. Est-ce que t'en as déjà côtoyé? Oh, est-ce que côtoyer, oui. Oui. Mais est-ce que c'est des gens qui désirent des traitements? Non. Non, ça, je comprends. Ouais, je comprends le comment. Dans le sens que, tu sais, souvent, on va être appelé parce que, dans le fond, tu sais, comme moi, je suis dans un hôpital général, donc je ne vais pas voir ces gens-là parce qu'ils sont mandatés par la Cour, parce que des fois, ils vont être mandatés par la Cour. Mais moi, comme des gens qui vont avoir des traits antisociaux, ils vont me demander dans mon hôpital, mais quand ils vont être dérangeants, mais ils veulent pas nécessairement de l'aide, ils veulent pas... Puis les traits, ils sortent pas tout le temps aussi, là. Ça, c'est... Parce que moi, une fois dans ma vie, j'ai été en contact avec eux et ça m'a scié les jambes, là, vraiment. J'étais comme... OK, puis moi, ça faisait plusieurs années là, qu'il venait à répétition. Puis à un moment donné, j'ai comme catché. Puis j'ai parlé avec la psychiatre qui l'a suivi par la suite. Puis il a été interné parce que, ils ont connu des crimes qu'il aurait commis par la suite. Puis c'est après, quand tu es dans ta tête, tu fais OK, moi, mais telle affaire. On dirait que ça me passionne. Puis il y a beaucoup de séries policières et tout qui sortent, qu'on parle des Ted Bundy et tout ça. On appelle ça des psychopathes, mais c'est des des antisociales. C'est fou, là. C'est comme un mélange de plein de diagnostics, on dirait. Oui puis non. Je trouve que des fois, il faut faire attention parce que, à mes yeux, il y a souvent un diagnostic primaire, puis il y a des diagnostics secondaires. Puis c'est que des fois, il y a des gens qui se ramassent avec 8 diagnostics, mais que dans le fond, c'est qu'il y en a un primaire, puis les autres, c'est un peu comme pour colorer. Par exemple, comme le diagnostic primaire est le trouble de personnalité limite, mais que dans le fond, c'est qu'ils vont avoir un peu de trouble panique, ils vont avoir un peu de... un trouble d'abus de substance, il va avoir le TDAH, mais le problème principal, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là a de la difficulté dans leur vie de tous les jours? C'est le trouble de personnalité limite. Donc, il faut essayer de voir c'est quoi qui est comme la difficulté principale, puis que les autres, c'est juste comme un peu des... C'est comme un peu... cause à effet de ça, mettons? Pas nécessairement. Ça peut être... Ça peut être juste de façon... Ça peut être cause à effet, mais ça peut être juste de façon qu'on appelle comorbide, qui sont là en même temps. Ça peut ne pas avoir rapport. Comme, tu sais, s'ils ont un problème d'abus de substance, c'est juste peut-être qu'ils ont juste le cerveau là, qui aime les substances, puis que compte tenu que le trouble de personnalité limite, qui aime la nouveauté, puis qui aime l'intensité. Mais c'est pas tant une automédication, c'est juste... OK. Ben, des fois, ça peut l'être, mais des fois, ça peut ne pas l'être. Des fois, ça peut être juste que c'est qu'ils ont... Compte tenu qu'ils aiment la nouveauté, mais ils ont moins peur d'essayer, mais c'est qu'ils ont essayé tellement de choses qu'ils ont trouvé quelque chose que leur cerveau aime, que peut-être que quelqu'un d'autre qui a plus peur, mais qui n'auront pas essayé une drogue que peut-être qui aurait accroché. Exact. Ah ouais, hein? C'est passionnant. Pour vrai, là, moi, ce métier-là, tu me passionnes, Pierre. Je te dis, je t'écoute, là, je m'assierais genre 8 heures avec toi, puis je t'écouterais, j'adore de la manière que... Je te décourage pas, là. Absolument. Ben là, parce que moi, j'ai dit, attends, Pierre, si j'avais un rêve que je voudrais un jour, ce serait ça, puis il me dit, mais tu voudras plus. Puis moi, non, là, je suis de même. J'aime le fait que, tu l'as dit, tu étais très intellectuel. Tu sais, j'en t'aimais beaucoup quand tu étais jeune. Là, tout ce mais on dirait que tu as vraiment tombé dans le bon métier parce que c'est tout là, puis ça se voit pas sur un scan, tu l'as dit. Oui. C'est vraiment du j'analyse, ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment cool. Le cerveau est autant les neurones que la santé mentale, c'est incroyable.
toi, tu travailles dans les hôpitaux. Avant, on peut juste parler des familles. Les familles? Les familles de maladies, de problèmes de santé. Si tu veux. Oui, je capoterais. Tu avais dit troubles anxieux. Oui. Ça, c'est une famille. Oui. Fait que dans cette famille-là de troubles anxieux, il y a plein d'autres branches. Exactement. OK. Comme par exemple, dans les troubles anxieux, tu as ce qu'on appelle l'anxiété généralisée, qui est la maladie des inquiétudes. Oh, Tu sais? c'est bien dit, ça. Je l'avais jamais entendu. OK. Je te le dis, Pierre, j'avais jamais entendu la maladie des inquiétudes. Oui. Mais genre, c'est exactement ça. Mais je l'avais jamais entendu bien dit comme ça, on dirait. OK. Ça m'a... C'est quasiment cute. On dirait genre un nom d'émotion dans le film Les Émotions. Là. Oui, ils sont dessus. OK, oui. Il y a le trouble panique. OK. Il y a... donc là, je me sens comme sur le spot de Je pensais... oui, j'étais comme... OK, qu'est-ce que... Comment... OK. Je trouve ça full intéressant. Donc, ensuite, il y a le trouble obsessif-compulsif, donc la maladie du doute. Le TOC. Le TOC, c'est la maladie du doute. La maladie du doute. La phobie sociale, donc la peur du jugement. Le trouble panique, c'est la peur de nos propres sensations physiques. Ah ouais? Oui. Fait que c'est-tu un peu comme la personne qui est hypocondriaque? Non. Pas du tout. La personne qui est hypocondriaque, elle a peur d'avoir une condition médicale. OK. La personne qui a un trouble panique, c'est que quand elle a un symptôme, elle a peur de ce symptôme-là, puis elle a peur que ça peut entraîner sa mort. Elle ne se sent pas en contrôle parce que, dans le fond, son cœur bat vite, elle a la misère à respirer, elle a des tremblements, puis c'est que c'est une sensation de perte de contrôle. OK. Mais quand que ça arrive juste par séquence, on n'appelle pas ça un trouble? Si ça arrive par Parce que moi, ça m'arrive souvent. Là, je peux faire... C'est qu'on peut avoir des attaques de panique. Oui, c'est ça. Sans nécessairement avoir un trouble panique. Parce que les attaques de panique peuvent survenir, par exemple, tu peux avoir la maladie des inquiétudes avec attaque de panique. Donc, tu vas avoir des attaques de panique dans un contexte où est-ce que tu es comme full stressé, full inquiète, mais ton inquiétude est comme vraiment élevée, puis tu as une attaque de panique dans un contexte d'inquiétude. Amen. Donc, on va appeler ça l'anxiété généralisée avec attaque de panique. Mais un trouble panique, c'est que c'est quelqu'un qui va commencer à éviter d'aller comme dans des foules, va éviter d'aller dans les endroits publics de peur de faire une attaque de panique. Ah, mon Dieu, un malaise. intéressant. Il va s'asseoir, puis il va commencer à regarder les sorties. Il va s'asseoir, puis se mettre sur le bord. Donc, tu sais, mais des fois, on peut avoir comme des symptômes proches, mais pas avoir le trouble. Mais pas avoir le trouble, mais on peut être comme un peu sous le seuil. Ouais. Mais on peut adopter des comportements comme un peu pour un peu juste le garder comme un peu juste, mais il est comme un peu il est comme proche, mais on le gère. Ouais. Mais il n'est pas complètement disparu. C'est ça. Mettons, c'est vivable, mais... C'est vivable. C'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, on a des traits de personnalité de tous les diagnostics dans le DSM-5. Il faut faire attention. Tu sais, des fois, quelqu'un va dire, mettons, comme là, je me sens comme ça. Ça, dans le DSM-5, ça répond à tel. Oui, non, mais notre personnalité est teintée dans notre stage de psychiatrie, là, tu dois voir tous les étudiants en médecine, là, comment on devient là, tout blanc, parce qu'on on est là, on les lit, là, puis on est comme, juste c'est moi. Mais c'est normal. Ça, parce que c'est les traits de personnalité, c'est que c'est qui ce qu'on est comme personne. Puis la raison pourquoi que quand ça devient un trouble, c'est que ces traits-là sont trop rigides, puis c'est que ça s'adapte pas. Ça s'adapte pas à la réalité autour de nous. Et c'est que ça nous cause soit une détresse ou une détresse des autres, ou ça fait en sorte qu'on n'est pas fonctionnel. C'est là où ça devient un trouble. Puis c'est que si ces symptômes-là baissent en intensité, et avec le temps, on peut avoir des traits et non le trouble. Le trouble, on a besoin des 5, des 9. Puis si on a juste 3 des 9, on a des traits. Puis si on n'a même plus, éventuellement, on peut ne pas avoir du tout ni de trouble, ni de traits. Donc, c'est pas comme un diagnostic à vie. C'est ça. Non, je comprends tout ce que tu as dit. Oui. Oui, 100%. Mais c'est comme, moi, je suis la fuckée que quand j'arrive à quelque part, je regarde tout. Les sorties aussi, je m'assois, il faut que je sois capable de sortir comme il faut quand je sors. C'est ça. Puis des fois, ça peut être à cause d'un trouble panique. Mais c'est de l'anxiété. Mais ça peut être des fois, parce que des fois aussi,
ça peut être... je ne vais pas embarquer un peu dans tout ça, mais des fois, il y a des gens que ça peut être à cause de traumatisme, parce que, qu'ils se sentent coincés, qu'ils n'aiment pas ça, comme ça peut être à cause de différentes raisons. Donc, faut qu'on regarde, mais souvent, quand quelqu'un a un trouble anxieux, des fois, il y a des éléments d'un autre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les symptômes, mais c'est juste que c'est comme... C'est ça. En autant qu'on est capable de vivre. C'est ça. La famille anxieuse, puis après ça, on a la famille... Des troubles de l'humeur. Trouble de l'humeur qui est souvent dépression versus trouble bipolaire. OK. Cool. OK. Dépression vs bipolarité. Ouais. Vous les mettez un à côté de l'autre? C'est dans les troubles de l'humeur. Ah, il fait partie des troubles de l'humeur. Oui, parce que le trouble bipolaire, c'est que c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas. Donc, l'humeur est trop élevée versus trop bas. Et le trouble dépressif, mais c'est que c'est juste des bas. J'ai toujours eu la misère entre le TPL et le bipolarité. C'est quelque chose d'extrêmement commun que le monde a la misère avec ça. Là. Ah ouais? C'est extrêmement... tu sais, je trouve que souvent, les gens... en tout cas, ça, c'est une opinion peut-être plus personnelle, professionnelle, mais on dirait que les gens, il aiment mieux avoir le diagnostic de bipolaire que d'être TPL. Ah ouais? Ouais. Toi, moi, je serais le contraire. J'opterais pour le TPL. Moi, je suis Ni un ni l'autre. 100% d'accord avec toi. Ah ouais? OK. J'aimerais mieux avoir ça parce que c'est que pour moi, le TPL, c'est que tu peux apprendre comment le gérer, tu peux apprendre des outils, il y a plein de choses. Il y a des self-help books pour comment apprendre à mieux gérer tes relations interpersonnelles, comment mieux gérer ta détresse, comment mieux accepter les choses, comment être dans le moment présent. Tu es beaucoup plus en contrôle qu'un trouble bipolaire que, dans le fond, que, oui, il y a des médicaments, mais des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas super bien, puis tout ça, puis des fois, je sais pas. T'sais. Parce que, tu sais, moi... Pour les personnes que j'ai côtoyées en bipolarité, le gros problème, puis tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est une croyance, mais les gens avec la bipolarité, ils vont prendre leur médicament, ça va bien aller, puis là, ils vont avoir l'impression que ça va bien, fait qu'ils arrêtent leur médicament, là, ils retombent. Tu sais, c'est beaucoup. C'est malheureux, mais. C'est beaucoup. Ben, pas beaucoup, là, mais c'est un peu ça. Puis je comprends parce que ton cerveau te dit, crime, je vais bien, pourquoi j'ai besoin d'un médicament? Mais là, c'est que c'est sans fin. Ben, c'est que il y a deux aspects à ça. Des fois, c'est qu'ils vont bien, puis qu'ils arrêtent, mais des fois aussi, c'est que des fois, ils commencent à être dans le high. Puis quand ils commencent à être dans le high, c'est que c'est... Un des aspects, c'est qu'ils perdent leur insight. Parce que, par exemple, moi, non, peut-être que je devrais pas embarquer un peu là-dedans, mais j'ai déjà vu des gens que, quand ils étaient bien, ils savaient qu'ils avaient la maladie. Oui. Mais c'est que dès qu'ils commençaient à aller dans un high, ils le voyaient plus. Ben, moi, donc, c'est là où ce qui arrêtait. Ouais. J'ai déjà côtoyé dans mon ancien métier une personne qui était accro à ce high-là. Il n'y a aucune trouble de dépendance. Il était dans un centre de TPRI pour dépendance parce qu'un juge avait jugé qu'il devait aller s'aider parce que il arrêtait de prendre sa médication pour se rendre à ce high-là. Oui. Mais je te dis, Pierre, tu sais, split, là, comme dans le film, là, moi, c'était ça. Là. Il a cogné à la porte. Quand je vois la porte, j'ai fait une autre personne. Genre, j'en avais des frissons. C'est une personne qui... Il n'a pas été violent ou quoi que ce soit pendant ce moment-là, mais je le voyais, puis il était comme... Il n'avait plus besoin de lunettes. Pour lui, maintenant, là, il voyait bien. Est-ce qu'il voyait réellement bien? Je ne sais pas. Mais il atteignait un... J'ai des doutes, là. Mais... Ben, moi aussi, je me suis dit... Mais lui, c'est comme si à ce moment-là, il n'avait plus besoin... Mais je doute pas que lui pensait qu'il n'avait pas besoin de lunettes. Ça. Moi aussi, je doutais que ses yeux ne sont pas revenus à 100%. Quand même. Mais à lui, c'était ça. Puis là, on avait appris que, justement, la médication n'était pas prise. Il y avait une technique pour ne pas la prendre. Mais c'est d'être accro à un état de sa maladie... Ben oui. Fait que là, c'est là que les injections... C'est là-dessus qu'il se fait beaucoup de dépenses. Oui, il y a beaucoup de dépenses. Puis, tu sais, c'est un état là, que la personne là, a l'impression qu'elle a des pouvoirs. L'humeur est super bonne. Il n'y en a pas de problème. Elle dort pas. Elle jase avec tout le monde. Elle a l'impression que tout le monde s'intéresse à eux. C'est dur de faire le deuil de ça. Ben oui, 100%. C'est ce que j'ai compris, moi, là, quand on parlait de la bipolarité à l'école, VS, l'avoir vécu avec un client, j'étais comme, OK, là, je le comprends, là, je le vois. Là, puis, tu sais, il a pas le goût, là. Il me disait, puis il était conscient, là. Il était comme, appelle pas la police. Laisse-moi comme ça un peu, je suis bien.
honnêtement, souvent, Direct, Tu câlin. sais, t'es comme, Ouais. je comprends. la façon de les convaincre, c'est de leur parler du down. Après, c'est que dans le fond, c'est pas assez de leur convaincre que le high est moins le fun. Non, parce que le down est décollissant. Parce que c'est ça. Donc, c'est juste de dire que le prix à payer du high, c'est le down. Donc, c'est... Puis quand on leur fait comprendre que tu peux pas avoir un sans l'autre, puis que dans le fond, c'est que le down a peut-être plus d'inconvénients que le high, C'est vrai. éventuellement, c'est là où est-ce qu'ils commencent à catcher. C'est que tu n'essaies pas de les convaincre que le high n'est pas Ben non, parce qu'il a l'air incroyable, son high, là. Non, mais c'est impossible. Là. Je le regardais, puis je suis comme, j'ai envie d'être à sa place. Ben là, oui, genre. mais je les regarde aller, puis c'est comme, ils ont tellement d'énergie, tout ça, sont tellement bien, comme, tu sais, c'est comme... C'est ben incroyable. oui, tu sais. Moi aussi, j'ai Ben ça. ouais. Ma collègue était comme, mais là, Jade, faut faire de quoi? Je suis comme, hey, même moi, je prendrais sa place 15 minutes, là. Un genre d'aspect un peu comme si tout le temps sur le speed, genre. Exact. Full énergie. Oh oui, full, oui. Non, non, écoute, c'est comme Hey. s'ils ont pris 15 cafés, tout ça. Ben oui, tu sais. Mais non, c'est incroyable. Incroyable, c'est le mot. Tu sais, il y a la théorie puis la pratique, puis j'étais comme, non. mais Le parce que voir, là. il avait raison, le monsieur à mon cours à l'université. Là. Oui, le voir, C'est- c'est quelque chose. Mais oui, c'est pour ça que moi, de mon souvenir, c'est ça, je me dis, j'aimerais ça en fois mieux être TPL que, mettons. Tu me donnes le choix, là, demain, là, tu me dis, choisis, là. Ouais. On va prendre lui que je suis capable de travailler puis d'avoir des moyens pour Oui. travailler sur moi-même que d'être en obligation de prendre une médication toute ma vie et pas gérer. Tu sais, c'est pas moi qui le gère, là. C'est tough, là. Puis même si tu le prends, des fois, la personne peut avoir malheureusement des épisodes. Donc, j'aurais de la misère aussi Oui. avec ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est pas. Ouais, non, mais tous les diagnostics, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, là. Tu sais, Mais non, je veux dire. Non, non. Après les troubles de l'humeur. Donc, il y a les troubles psychotiques. Ah, ouais. OK. Psychotique. Donc, c'est comme la schizophrénie. Donc, les troubles psychotiques induits par des substances. Le trouble schizoaffectif. Mais dans le fond, c'est les gens qui ont une perte de contact avec la réalité ou qui ont des hallucinations, des délires. OK, ça, c'est dans cette famille-là. C'est dans cette famille. Ça, c'est une famille quand même assez commune, hein? Tu sais, quand... Oui. Ouais, c'est ça. C'est de là, les psychoses. Ça, c'est des psychoses. Mais c'est Ça des fait partie de cette famille-là. OK, Mais c'est bon. c'est ça. OK, c'est bon. Parce qu'une psychose, c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Je savais pas. Full C'est ça. intéressant. Donc, c'est un symptôme. C'est juste que c'est un symptôme qui fait partie d'une condition, mais on ne sait pas laquelle condition. Fait que dire que quelqu'un a fait une psychose, on peut pas dire ça. Oui, théoriquement. on peut dire Ouais. qu'elle a fait une Ok. psychose, mais on ne sait juste pas c'était quoi la cause de la psychose. C'est un OK. petit peu. On peut faire une psychose à cause d'avoir fait de la drogue. On peut faire une psychose à cause que c'était une psychose de schizophrénie. On peut faire une psychose parce que, comme j'ai expliqué tantôt, que on a fait une infection au niveau des reins, puis on a 65 ans et plus, puis que dans le fond, on a fait un état confusionnel aigu, puis on a fait une psychose, un délirium qu'on appelle. Mais Ouais. tu sais, c'est comme... Faire une ça peut- psychose à cause du stress, c'est-tu possible ou c'est pas vrai? Il y a un diagnostic derrière ça. C'est que tu peux pas faire une psychose à cause du stress comme l'anxiété amène pas une psychose. Là. C'est comme il y a une fragilité sous-jacente. Là. Il y a une maladie sous-jacente. Mettons que moi, je travaille, j'ai 70 heures cette semaine. Mes enfants ils m'ont fait Ok. des crises, puis si ça, il n'y a pas de danger que je puisse me faire une psychose. Ben, tu sais, je veux dire, si quelqu'un, supposons, pendant une semaine de temps, dort pas du tout, ça serait plus le manque de sommeil et non le stress. Tu sais, je veux dire, est-ce que la privation de sommeil peut peut-être, tu sais, je dirais possiblement oui, Avoir un mais délirium. je dirais plus la privation de sommeil que le stress. Là. Tu sais, Ok. comme ça peut avoir un effet là, sur les gens quand même, la privation de sommeil. Là. Oui. Ben oui. Mais le stress, non. Non, ça peut faire en sorte que tu pètes des coches, ça peut faire en sorte que tu sois vraiment pas le fun, mais psychose. Parfait. L'autre famille à cette heure. Quelle est C'est l'autre ça, famille? par rapport à la psychose, tu sais, on a. Il y a eu une situation qui est arrivée, là, il y a pas trop longtemps, une maman qui a laissé son enfant dans le milieu de l'autoroute, là, tu sais, la jeune fille. Puis là, ils ont fait beaucoup d'enquêtes, justement, avec un psychiatre. Puis le psychiatre en est arrivé avec la conclusion qu'elle était en psychose et que ça avait été induit par, justement, là, il faut qu'il pousse plus loin. Il y a anguille sous roche, tu sais, genre, c'est comme sa première épisode. Puis il était très isolé, fait qu'il y a personne qui ont pu nécessairement remarquer qu'elle vivait ça. Mais il y a un diagnostic derrière ça que là, au lieu de, justement, l'envoyer en détention,
ils l'ont envoyé consulter pour gérer ça parce que c'était comme sa première épisode. Puis ce qu'il disait aux nouvelles, à la radio, c'est que malheureusement, quand ça arrive des choses comme ça, c'est que c'est des affaires hors du commun, mais qu'il y en a plus qu'on pense, mais que c'est juste que ça... souvent, ils vont avoir été traités avant ou ils vont avoir un autre âge de comme il y a une cloche qui sonne ou quoi que ce soit. Mais les gens qui sont en psychose, pendant le temps dans la psychose, ils s'en rendent pas compte, mais par après, est-ce qu'ils le regrettent ou ils s'en souviennent plus? Souvent, les gens... c'est souvent flou, l'état de la psychose. Comme souvent, ils ne se rappellent pas vraiment des détails de la psychose. Souvent, ils vont se faire dire des fois par d'autres qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. S'ils ont des regrets, c'est plus par rapport à ce qu'ils se sont fait dire. Puis, OK. Puis la durée d'une psychose, ça peut être une journée comme ça peut être un an, genre? Ou une vie complète, ça se peut-tu? Une psychose d'une journée, pas à moins que c'est induit par une substance. Là. OK. Mais, je veux dire, ouais, parce que, si c'est dans un contexte d'une maladie, habituellement, ça part pas à moins qu'on la traite, là, pour être honnête. Là. Parfait. Mais dans le cadre d'une substance, habituellement, c'est juste quelques jours, puis ça part. Puis c'est souvent ça qui nous aide à, justement, déterminer que c'est à cause d'une substance. Parce qu'une fois que la substance part, la psychose part, puis une psychose habituellement part pas. Non, c'est ça. OK. Ça part pas. Puis est-ce qu'elle grossit graduellement ou une personne peut rester dans la même état psychotique? Elle peut rester dans le même état. Il y a des gens qui peuvent être dans une psychose pendant 10 ans. Là. Mettons une psychose pendant 10 ans. Là, genre, je suis désolée, là, mais je me pose la question de... Une personne qui est en psychose pendant 10 ans pense qu'il y a quelqu'un qui la suit pendant 10 ans, puis genre, tu sais, comme il se pense suivi, puis le monde le regarde, puis il parle. Mais mettons que c'est ça, sa psychose. Mettons, OK. Qu'est-ce qui détermine que c'est une psychose et non pas la schizophrénie? Mais comme je dis, la psychose, c'est juste l'état de... comme la psychose, c'est un peu comme le symptôme de se sentir comme d'avoir des hallucinations, des délires. La schizophrénie, c'est de dire que tu es dans un état de psychose depuis au moins 6 mois. Okay. C'est d'avoir à la fois des hallucinations et un délire, ou des hallucinations et une désorganisation de la pensée ou une désorganisation. Okay. Donc, la schizophrénie, c'est qu'il faut avoir au moins 2 critères pendant au moins 6 mois. Donc, si tu as ça, c'est un état de psychose pendant 6 mois. Fait que la psychose est un symptôme de la schizophrénie. Oh mon Dieu. C'est pour ça que je trouvais que, tu sais, mettons, me semble c'est un peu pas que la même chose, mais tu sais, son symptôme est... Mais comme quelqu'un peut faire une dépression sévère et faire une psychose parce que sa dépression est sévère, mais elle n'a pas la schizophrénie. Là. 100%. Parce qu'on traite la psychose, elle va mieux, on traite sa dépression, va mieux, puis... elle n'est pas schizophrène pour autant. Mais en fait, un schizophrène va avoir la psychose, ça va faire partie de son symptôme constant. Il y a des gens qui peuvent faire une psychose dans leur vie, puis... C'est triste parce que des fois, ça peut être traité, puis c'est la seule fois. Ouais. Pas fatal, parce que fatal, c'est mourir, mais je voulais dire dans le sens, ça peut rester... Mais il y a des gens qui peuvent en avoir juste une, puis... C'est fait après. C'est guéri, puis tant mieux pour eux. Donc, cool. Oui. Mais moi, je les vois pas, ces gens. Non, c'est ça. Ouais, parce que je fais pas de suivre avec eux. Non, parce qu'ils reviennent pas me voir pour dire, hey, en passant, tout est beau. C'est comme... T'aimerais-tu ça? Ça fait 5 ans. Je voulais juste venir te voir pour dire que, dans le fond, que je suis bien depuis 5 ans. OK, mais dans le sens que... Personne fait ça, là. Tu vas pas à l'hôpital dire merci. Ben non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu sais, je veux dire, ça serait plus de voir quelqu'un par hasard, puis quelqu'un me dirait ça que d'aller voir un spécialiste pour ça. C'est comme... On fait pas ça. Là. Autre famille? C'était-tu la dernière? Les troubles de personnalité, c'est une famille. OK. Troubles de personnalité. Donc, c'est ça. Donc... troubles de personnalité. Oui. Donc, il y a les troubles de personnalité qu'on appelle du cluster A. Donc, la personnalité paranoïde. Comment? Paranoïde. Paranoïde. Oui. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Oui. Peut-être. Ah oui, c'est... Paranoïaque, probablement. Paranoïaque, peut-être. Là. Je ne sais pas, peut-être que je le dis mal en français. Ah, peut-être. OK, oui. Non, mais c'est peut-être ça, mais en fait, ça me dit rien. Mais oui, effectivement, le maintenant que tu... ça doit être paranoïaque. Hein. Mais je sais paranoïde. Ça, c'est bien. OK, mais c'est bon, oui, je sais. J'étais où, oui. Ça au montage. Mais des fois, c'est vrai, toi, tu travailles à Ottawa, c'est en anglais seulement. Non. Non?
Ah non? Oh non, on est une communauté francophone. Ah oui? Oui, Mon Dieu, moi, quand je suis allée, les franco-ontariens, ça existe. Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Le langage très mélangé, là, tu viens de me faire... Non, je dirais 2 tiers en français facilement, là, 1 tiers Quand en même. anglais. C'est juste que souvent, comme nos études ou nos livres, des fois, sont en anglais. Puis, je dirais aussi, c'est... notre dossier électronique est plus en anglais, Ok. tout ça. Mais des fois, c'est que le fait de travailler dans 2 langues, maintenant, on se rappelle plus. Ben oui. Sur des mots, des fois, ils sont tellement proches, puis des fois, t'es comme... Ouais, ouais. Ah ouais. Dans le fond, ça va le dire la même affaire, là. Ben là, Oh, oui. Fait que, trouble de personnalité, on a paranoïaque, excuse-moi. Paranoïaque, schizoïde, schizotypal ou schizotypique, là, je ne me rappelle plus de ça non plus. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cluster A. Ensuite, tu as le cluster B, qui est personnalité histrionique, borderline, antisocial, puis narcissique. Ah, le narcissique qui est dedans? Les narcissiques, on les Cool. aime, hein? OK. Et ensuite, il y a le cluster C qui est les traits de personnalité obsessif-compulsif. Donc, la personnalité obsessive-compulsive, pas le trouble obsessif-compulsif. Donc, la personnalité évitante, puis la personnalité dépendante. Ah oui. Et ça me ramène dans mes livres. On dirait que je retournerais lire. Ça me... Histrionique, c'est un show. C'est un show. C'est un show. Sérieux? Ah là? oui. C'est comme dans un. Il se donne un Est-ce que- spectacle. Oui, tout est une... C'est des gens Chose théâtrales. Est-ce que tu as vu dans ta carrière chacun de ces troubles-là que tu as discutés? Ben, oui. Ah ouais? Oui. C'est fou. J'essaie juste d'être sûr de ne pas induire en erreur. Là. Puis même si c'est pas vrai, personne ne le sait. Fait que c'est correct. Non, mais Bon, mais tu sais, je vais c'est- être honnête quand même. Tu sais, je suis comme- c'est fou, genre. Tu sais qu'il y a la théorie puis la pratique, puis là, tu étais comme, mettons, là, tu vois la personne rentrer, puis tu fais, OK, c'était ça que les livres voulaient dire. OK, parfait. Là, tu mets un peu Ouais. pas un visage de la personne, Une mais action. comme une action, là, t'es comme, OK, c'était ça. Puis là, tu te dis, tellement que les profs qui ont écrit ça sont forts parce que c'est exactement ça. Oui, mais c'est que c'est des critères de recherche sur plusieurs personnes, puis que, dans le fond, qui ont été revisités puis reparlés par plusieurs personnes. Donc, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on est à la 5e édition, là, tu sais. Donc, Oui. tu sais, veux pas... T'espères qu'ils sont bons, là. Ben, c'est que dans le sens que les critères qui sont zone grise, mais des fois, ils partent. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'ils ont été changés, parce que dans le fond, ils n'ont pas vraiment fait la preuve du temps ou sont comme controversés. Puis des fois, il y a des diagnostics qui, c'est comme, ils sont là, puis ils disent, oh, on aimerait ça peut-être le mettre, mais on n'est pas trop sûr. Ça, ils sont comme un peu comme en essai, puis on va voir un peu si ça passe le test, puis tout ça. Parce que, tu sais, mettons, là, ça a avancé, là, on est bientôt fini, mais, tu sais, il fut un temps où l'homosexualité faisait partie du DSM-5. Ouais, Pas du non. DSM-5. Oui, j'étais comme, wow. Il est genre, non, mais ça faisait Oui, partie je sais, d'un... c'est une maladie. C'est une maladie, là. Oui, qu'on devait traiter, là. C'est épouvantable. Ben, tu sais, en fait, Oui, oui. épouvantable, oui, aujourd'hui, mais eux, dans leur temps, Ben, c'était ça. C'était ben, tu sors de la norme. Ben, d'où mon concept que c'est pas des maladies, c'est juste des diagnostics. Dans le fond, c'est que, puis là où qu'on doit faire attention. Dans le J'aime. fond, c'est que ils ont, tu sais, l'homosexualité, ils l'ont probablement bien décrit qu'est-ce que c'était l'homosexualité. Oui, je comprends. Mais c'est que les gens ont parti puis ils ont dit que c'était une maladie. Ouais. C'est Ok. fou, hein, quand tu penses à ça. Mais c'est que les gens qui avaient l'homosexualité souffraient. Ben oui. Ben parce que... Ils Mais sentaient ils à souffraient. part. Mais c'est ça. Oui. Mais c'est qu'ils souffraient. Mais c'est que quand tu pars de l'idée que c'est une maladie, mais ils ont dit, OK, il faut qu'on traite la maladie. Finalement, Mais c'est la avec société qui n'était pas adaptée. Mais c'est ça. Mais c'est que, et dans le fond, pour aider les gens qui souffraient, mais il fallait peut-être les aider à mieux composer avec la société qui n'était pas prête à les accepter. Ouais. Puis aussi amener des changements sociaux. Mais c'était pas nécessairement de les guérir. Mais c'est ça. Mais là, c'est là que c'est allé. Tu sais, on a des psychiatres qui étaient comme, je vais te guérir, t'es malade, viens, je vais te faire une Oui. lobotomie ou je vais Oh te... mon Dieu. Puis c'était Oui. ça dans le temps, là, tu sais. les- Je sais pas si c'était la lobotomie. Ben, moi, je l'ai écouté il y a pas Ah ouais? longtemps un peu. Ok. Ben, ça faisait partie des. Ben, dans les premiers. Après ça, il y a eu les chocs, là. Ouais. Puis après ça, il y a eu une autre affaire, là, qui était bien populaire dans ce Ok. temps-là. Je me sais pas Ouais, c'est pourquoi je me pas suis intéressée à Je ça, trouve il y a que vraiment l'être pas humain longtemps. c'est toujours intelligent. Ça en a fait partie. Ouais, peut-être des fois je regarde pas ça parce que ça.
Mon Dieu, c'est en même temps, toi, vrai. tu pratiques puis tu te dis, voyons, s'il y a quelqu'un qui avait mon titre qui s'est dit, ça, c'est une bonne idée. Mais, je veux dire, je pense qu'il faut faire attention de juger les gens dans une époque qu'on n'a pas été aussi. On n'avait pas la même, les mêmes connaissances, les mêmes cultures, puis la même environnement. Parce que je environnement. peux bien me juger quand j'avais 20 ans, parce que moi, quand j'avais, 23, mais j'ai jugé mon ami qui fait un stage en psychiatrie. Puis là, il est là. Tout est dit, drop the mic, Pierre. Non, mais Mais t'as raison. Mais c'est ça. C'est Donc, tu sais, puis je peux très bien juger cette personne-là. Mm-hmm. Mais on était... Mais j'ai vu avec les yeux que j'avais, puis avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, est-ce que j'avais raison? Pas en tout, mais je veux dire, mais c'est la personne que j'étais à cette époque-là. Exact. Peut-être que si t'avais été psychiatre dans ce temps-là, ça aurait été, selon les livres et tout, la solution dans ce que t'étais, tu sais, mettons, dans l'encadrement que t'avais, c'était ça qu'il y avait. Fait que t'es comme... La science. Peut-être. Ou peut-être que j'ai été mal à l'aise si j'aurais dit ça n'a pas de sens. Mais je ne sais pas. Sans dire l'événement ni la décrire, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois d'avoir eu peur? Oui. Ouais? OK. Oui. C'est sûr. Mais c'est sûr, moi, je sais pas. Je suis jamais allée en fait, c'est sûr. Alors dire, Okay, ça doit... Peur, tu veux dire peur pour ma vie? Pour ta sécurité, ouais. Pour ma sécurité, c'est rare, mais oui, ça m'est déjà arrivé. OK. Une autre question, Redis? Ouais. C'est quoi le fait que tu aies décidé d'aller travailler dans un hôpital qui n'a pas d'aile psychiatrique, ou que d'aller travailler dans une psychiatrie comme pure, là, genre, mettons? Ben, moi, à l'époque, compte tenu, je venais du Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait mes études au Québec. J'avais un contrat avec le Nouveau-Brunswick et un contrat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick puis le gouvernement du Québec que je pouvais pas rester au Québec. Parce que, dans le fond, c'est que c'était pour favoriser les gens de retourner au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, de ne pas rester au Québec, mon contrat du Nouveau-Brunswick. Puis au Québec, si je restais au Québec, je devais aller où ce que le gouvernement du Québec voulait que j'aille. Moi, j'avais une blonde à l'époque qui était de Montréal. Et c'est que je l'aimais. Puis je voulais pas. Sa famille était toute à Montréal, puis tout ça, puis elle voulait pas s'éloigner. Donc, moi, l'hôpital le plus proche de Montréal, du côté de l'Ontario, parce que mes contrats n'avaient pas de restrictions si j'étais en Ontario, c'était Hawkesbury, qui était juste à la frontière. Donc, aussi simple que ça. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais aimé des gros hôpitaux. J'ai jamais aimé l'hierarchie, puis tout ça. Puis la culture, j'aime pas ça. Moi, j'aime mieux un petit hôpital, plus communautaire. J'ai toujours plus aimé ça. J'aime beaucoup plus la consulte-liaison parce qu'il y a tout l'aspect plus médical. Parce que même si j'aime pas le sang et tout ça, mais j'adore le côté médical. J'aime parler avec les autres médecins de toutes les conditions, qu'est-ce qu'il y en a, puis comment ça peut influencer, puis de mon traitement, tout ça. Donc, j'adore ça. C'est comme, pour moi, là, c'est la job idéale. Là. Donc, j'aime la psychiatrie. Comme j'adore la psychiatrie, j'adore la médecine, mais plus le côté intellectuel de la médecine. Donc, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Ben oui, vraiment. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Moi, je voulais dire d'autres choses. Mais là, il faut que j'arrête parce que on en reparlera après, mais c'était plus au niveau des formations. Tu sais, je sais que vous avez des formations à faire. Comme il faut que toujours... je pense que vous avez le nombre. Les formations d'aujourd'hui, VS, quand tu as commencé, il doit y avoir une grande... Ça doit être... Le développement de la médecine au niveau de la psychiatrie doit être incroyable. Ah non? Dans quel sens? Ben, je sais pas, les avancées face à la médication, face à... Pas comme, mettons, ouais. Non, je peux pas dire que, tu sais, il y a des nouvelles molécules qui sortent, puis tout ça, puis oui, ça nous donne un peu plus d'arsenal, mais est-ce que je peux dire qu'il y a eu comme
un oh my God, là. Comme, mettons, dans certaines... Ouais, je comprends. Mais là, tu vas pouvoir dire le oh my God quand que ça va sortir, le scan qu'on va pouvoir tout voir dans le cerveau. Ça serait génial. Ça, je capoterais. Imagine, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle a, passe dans le scan, tac, 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 OK, elle a telle affaire. Mais c'est ça qui, je pense, beau de la psychiatrie, c'est que ça pourra pas vraiment être possible un jour, je pense. Pourquoi? Je pense que ça pourrait être possible un jour. Puis lui, les psychiatres sont là pour les accompagner à travers ça. Mais imagine si on est capable de trouver les bobos dans le cerveau, tu sais, ça serait génial. Tu sais, genre dire, OK, cette personne-là, elle a un TPL avec induit par ça. Est-ce que ça va être possible un jour? Pour moi, ça serait cool. Moi, c'est juste que j'aimerais ça qu'on arrête de passer autant de temps à se demander qu'est-ce que les gens ont. Mm-hmm. Honnêtement, là, c'est que moi, ce que je trouve plate, là, c'est que des fois, je vois quelqu'un que ça fait 20 ans qu'ils sont vus en psychiatrie, puis on dirait que c'est comme si que faut des fois que je révise les diagnostics, je recheck avec la personne, rechecker pour être sûr, parce que des fois, on sait pas. Tu sais, on sait pas. Tu sais, j'ai pas de test pour vraiment dire, comme, tu sais, je veux dire, l'endocrinologue, tu sais, quelqu'un qui est diabétique, il est pas en train de checker si la personne est diabétique. Donc, pas. Donc, tu sais, on dirait, c'est comme, compte tenu qu'il n'y a pas de test, des fois, je trouve que, comme tu dis, là, bipolaire versus TPL. Des fois, c'est comme... Des fois, il y a des gens qui ils ont le diagnostic de bipolaire, mais c'est qu'on a le dossier, puis tout ce qui est décrit, mais c'est drôle, ça a de l'air d'un TPL. Ouais. C'est comme tout ce qui est décrit fait TPL, mais le diagnostic ne fit pas. Ou le traitement fit même pas avec le diagnostic. Donc, tu dis, il y a quelque chose qui... Donc, c'est juste ça, des fois, que je trouve difficile. Je trouve que c'est dur de faire une confiance aveugle. Puis, c'est que des fois, on peut avoir une perception différente. Puis... Puis notre but, c'est d'aider la personne devant nous, puis on peut pas juste suivre aveuglement. Puis je suis pas là pour mentir à la personne devant moi, puis de dire, ben écoute, là, si je pense qu'il y a des éléments de personnalité qui contribuent, mais parce que ça change le traitement. Oui, c'est ça. C'est pas juste de dire ça pour dire ça, c'est pas juste d'ajouter une ligne. Une ligne de plus, là. Mais c'est parce que peut-être qu'il faut que je donne des médicaments qui aident à baisser l'intensité de leurs émotions. Peut-être qu'il faut que la personne... elle arrête de penser que les médicaments vont faire plus que ce qu'ils font. Oui, si ça l'aide 30%, tu devrais être contente, là, comme ça fait sa job. Mais tu ne dois pas t'attendre plus. Ah, OK. Puis, tu sais, comme tu vas arriver dans tes états, tu vas être vraiment pas bien quand que tu vas te sentir abandonné. Ça va être comme ton number one trigger, là. Puis de toujours voir que c'est ça, puis de cogner sur ce clou-là. Puis quand ils comprennent ça, mais ils commencent à voir que leur phase dépressive, mais c'est que quand ils vivent soit un abandon ou, tu sais, comme, ou est-ce qu'ils sont dans une situation où ils se sentent abusés ou qu'une intrusion de quelqu'un. Mais c'est souvent comme, c'est soit l'abandon ou que se sentent... donc, c'est ça le but. Mais des fois, ça peut prendre 20 ans avant de comprendre ça. C'est comme tu dis, ça serait le fun. Ça serait le fun. On va demander à... Ben, ça serait le fun que si j'ai une idée, puis que j'ai un test qui me dit si je suis sur la bonne track ou pas, puis si je me trompe, mais au moins, on peut économiser un 20 ans de... C'est un peu comme le cancer. Là. Je pense que tu as ça, on va aller faire le test. Oui, parfait, c'est ça. Oui. Mais tu sais, des fois, il répond à tout. Mais là, non, c'est pas ça. Mais écoute, tu as tous les symptômes, mais c'est pas ça. Mais tandis que toi, c'est un peu ça. Mais toi, c'est tout le temps avec l'interprétation du docteur, du médecin traitant aussi. Fait que c'est... Mais c'est ça, parce que des fois, je peux arriver à une vision des choses différentes, mais la note d'un collègue ou de d'autres personnes est comme pareille à la mienne, quasiment. Donc, on a la même information, mais on n'a pas nécessairement la même compréhension de cette information-là. Donc, c'est là où je trouve que ça vient toucher, mais c'est aussi que on manque un peu de données objectives dans mon domaine pour vraiment... Là, comme ça, je trouve qu'on montrait d'une coche. Là. C'est ça que je trouve qui manque. Sont-tu sur une job de ça? Fais-tu partie des études présentement? Non, pas tout. On va espérer pour une coupe d'années encore parce que... non, disons que je suis pas en train de... Pierre, on te remercie en tabarnouche. Merci tellement, sérieux. J'en aurais mangé 5 heures encore, là, je veux dire. C'était très intéressant. Puis merci aussi d'avoir défait un peu des croyances, tu sais, par rapport, mettons, au TDAH. Tu sais, vraiment bien venu. J'en reviens pas comment on a parlé de
une grosse affaire, là. Ouais. Est-ce que t'es épuisé? Non. Non, hein? OK, Non, c'est mais bon. mais- Ça fait 1h30 là, qu'on parle. Oui, je pense que c'est notre plus long. J'adore ça. OK, mais On va. Mais non, mais comme je te dis, tu m'as vu, là, moi, j'étais partie, Pierre, là, genre, j'étais plus arrêtable. On va mettre un mot. Pierre! Pierre! Ah oui. Donc, si vous avez écouté le podcast jusqu'à là, vraiment, vous êtes bon. Vous êtes très. C'était tellement intéressant. Je suis sûre que tout le monde Ouais, va suivre. C'est vraiment. incroyable. Écrivez le mot Pierre, s'il vous plaît. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée À et dimanche merci beaucoup prochain. d'être venu. Bye! Merci Pierre.